grandes gueules, RMC Story, avec aujourd'hui dans les GG, Anas Kazib, cheminot, Maxime Liedo, étudiant, David Dickens, directeur marketing. Et vous reprenez la parole avec les grandes gueules tout à l'heure à midi moins le quart, au moment du GG et vous. Je vais regarder qui est déjà prévu avec nous tout à l'heure. On aura un GG ou avec Cécile de Haute-Vienne, qui est animatrice périscolaire. Elle voudra reparler notamment des radars avec David Dickens. Tout à l'heure, GG et vous, à midi moins le quart. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour. Nous sommes avec le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors justement, le logement, il y a eu le Pinel, le Duflot, pour les plus anciens, et je crois qu'il y a eu le Besson également. Voici le Denormandie. Un nouveau dispositif. Alors, c'est pas pour les particuliers, et c'est en fait un nouveau dispositif que vous voulez mettre en place depuis ce qui s'est passé à Marseille, et notamment le dramatique effondrement de 2 immeubles. Exactement. Déjà, merci pour votre invitation. Et c'est vrai que le sujet que vous évoquez est un véritable fléau dans notre pays. On le constate tous. C'est l'habitat indigne. Vous savez, c'est ces logements qui se dégradent et qu'il faut absolument réhabiliter de manière très forte. Parfois, cet habitat indigne, ça fait que quand vous êtes parent, vous élevez dans des lieux qui sont pas forcément idéaux. Vos enfants, c'est des problèmes à la scolarité. C'est parfois des logements qui sont trop petits, qui sont vétustes. Et même, de temps en temps, malheureusement, ça va jusqu'à des drames. C'est ce qu'on a vécu à Marseille. J'y suis allé à de nombreuses reprises où 3 immeubles se sont effondrés et 8 personnes ont perdu la vie. Et donc face à ça, l'action du ministre du Logement que je suis, elle se tourne sur la construction neuve, évidemment, mais aussi sur la réhabilitation de ces logements. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce nouveau dispositif qui s'appelle le Denormandie dans l'ancien. Je m'excuse, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, mais c'est vrai que c'est une sorte de tradition. Ça fait plaisir d'avoir son nom, un dispositif. Oui, ça fait sûrement plaisir. Il vaut mieux ça qu'une grille de square, quand même. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Une grille de square, c'est sympa. Le square de Normandie. Alors, en attendant... Et donc, ce dispositif, il vise à faire quelque chose de très simple. Allez-y. Soyons sérieux. Revenons sur le dispositif logement, pardon. Ce dispositif, il vise quelque chose de très simple, et j'en appelle vraiment à tous les investisseurs dans l'immobilier. Il dit, si vous investissez dans un logement et que vous faites 25% de travaux dans ce logement, à ce moment-là, vous aurez une réduction d'impôt qui est très significative. Un cas concret, j'achète un logement à 150 000 euros, je fais 50 000 euros de travaux. Si je loue ce bien ensuite pendant une douzaine d'années, j'arrive à avoir une réduction d'impôt de plusieurs dizaines de milliers d'euros, plus de 40 000 euros. Donc c'est extrêmement incitatif. Ça s'adresse aux investisseurs, pas aux particuliers. Aux investisseurs particuliers. Ah aussi exactement, c'est n'importe qui souhaite investir dans l'immobilier. Je leur dis, investissez dans ces villes où on a besoin de réhabiliter des logements. Pour vous inciter à le faire, je vous fais une réduction d'impôt sur le revenu. Quel type de ville est concerné ? Très important. Alors il y a Marseille, bien sûr, on l'a vu, mais c'est aussi toutes ces villes un peu moyennes, dont le centre-ville a souvent été un peu laissé à l'abandon. Exactement, il y a plus de 250 villes aujourd'hui qu'on a identifiées. C'est des villes comme Angoulême, Saintes, Dreux. Ce sont des villes qui sont des villes de quelques dizaines ou centaines de milliers d'habitants, sur lesquelles on voit que effectivement le centre-ville a périclité. Pourquoi ? Parce que souvent vous aviez des centres commerciaux qui sont installés en périphérie, et donc vous aviez des pavillons qui ont été créés en périphérie, et le problème, le drame même qu'on a, et on le voit tous, c'est que le centre-ville, qui est l'âme de notre pays, l'identité de ces villes, il finit par mourir. Mais alors quel est l'intérêt d'investir dans ces centres-villes qui sont en train de mourir ? Parce que justement, on le fait dans une politique de redynamisation. Il n'y a aucune fatalité à ça. C'est des choix politiques, une vision politique. Moi, je ne laisserai pas nos villes moyennes mourir, leur centre-ville mourir, parce que l'activité ne serait qu'en périphérie. Et face à ça, on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, pour redynamiser ces centres-villes. Et en particulier, dire aux investisseurs, venez, investissez dans ces logements. Pour vous inciter à le faire, utilisez ce dispositif, le Denormandie dans l'ancien, et vous aurez une très forte incitation fiscale. Est-ce que dans votre dispositif, vous allez faire en sorte justement que quand on alerte sur ces logements qui sont insalubres, parce que malheureusement c'est ce qui s'était passé à Marseille, il y avait eu déjà plusieurs signalisations qui avaient été faites, et la mairie n'avait pas été jusqu'au bout, si vous voulez, n'avait pas vérifié. Est-ce que dans votre dispositif, vous pensez à ça ? Parce que plus que, si vous voulez, la reconstruction ou l'investissement, est-ce que vous pensez que lorsque celui-ci est signalé, on s'assure qu'il soit correctement habilité, ou qu'on change les habitants et qu'on les mette ailleurs où ils risquent pas finalement de mourir là où ils habitent ? Vous avez 1000 fois raison. En fait, ma politique, elle a 2 jambes. D'abord, réhabiliter, rénover, c'est ce dispositif. Et puis deuxièmement, il y a mené une guerre contre ces marchands de sommeil.
Ces marchands de sommeil, c'est des trafiquants de misère. C'est des personnes qui n'ont qu'un seul objectif dans la vie, c'est de gagner de l'argent en profitant de la misère des personnes qui habitent dedans. Dans des logements totalement insalubres, dans des logements où ces propriétaires, qui sont des criminels, font payer le plus souvent en liquide, et puis après, une fois que vous allez les choper, une fois que la police les attrape, ces personnes, ils se disent « Attendez, moi, j'ai jamais touché d'argent ». Effectivement, ils ont toujours touché de l'argent en liquide. Comment on fait Et donc, on mène une véritable guerre. Et comment vous menez la guerre ? D'abord, vous allez traquer ces individus. Parce que les personnes qui sont dans ces logements, ils n'osent pas, ils ont peur de ces individus. Et il faut que la peur, elle change de camp. La peur, elle doit être chez les marchands de sommeil. Vous croyez vraiment, pardonnez-moi, vous croyez vraiment que quelqu'un qui impunément se permet de mettre à disposition des logements dans lesquels des enfants attrapent encore le scorbut, est-ce que vous croyez véritablement que ces gens craignent quoi que ce soit ? Ce discours que vous tenez, qui vous honore, je l'entends depuis très longtemps. Je suis un peu plus âgé que vous. Je l'entends depuis très longtemps, cette lutte contre les marchands de sommeil. Donc ma question, c'est objectivement, vraiment objectivement, dans quel délai pensez-vous que vous pourrez enregistrer les premières répercussions positives de ce dispositif que vous mettez en place ? Il fallait d'abord Ça veut dire quand les gens vont-ils véritablement en ressentir les effets ? Il fallait, pour changer cela, il fallait changer la loi, il fallait changer le droit, il fallait se donner de nouvelles armes. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? C'est une loi qui a été adoptée il y a 4 mois. Cette loi, elle dit 2 choses. Elle oblige tous les professionnels de l'immobilier à dénoncer ces marchands de sommeil. Et le terme de dénonciation, qui dans le droit français est quand même quelque chose de très puissant, aujourd'hui, je l'ai fait inscrire dans la loi pour dire, par exemple, les agences immobilières, les syndics de copropriété, vous devez aller dénoncer ces marchands de sommeil. Ça devient une obligation légale ? Ça devient une obligation légale. Et il y a un deuxième élément qui est très important. Parce que je vous rejoins, beaucoup ont tenu ces discours, et heureusement d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire vis-à-vis de ces marchands de sommeil ? Il n'y a qu'un seul truc qu'ils comprennent, c'est qu'on aille les taper très fort au portefeuille. Et donc par la loi, j'ai fait en sorte que les marchands de sommeil, aujourd'hui, soient considérés comme des trafiquants de drogue. Toutes les sanctions qu'on prend sur les trafiquants de drogue, aujourd'hui, on peut les prendre pour taper les marchands de sommeil, avec des cas qui étaient aberrants. Je vais vous donner un exemple. À Max Dormois, à Paris, il y a un peu plus d'1 an, il y a un marchand de sommeil qui se fait attraper. En parallèle, la mairie lance l'expropriation de son immeuble en disant « vous n'avez jamais fait les travaux, on va exproprier l'immeuble ». Figurez-vous, parce que la loi l'imposait, ce marchand de sommeil, il a reçu une indemnisation de 6 millions d'euros de la mairie de Paris. Ça, c'est le droit qui le permettait. Et donc tout ça, on l'a arrêté. Alors que c'était des logements insalubres, vétustes, dangereux. Des personnes, comme vous venez de le dire, qui risquaient... C'est la prime à la malhonnêteté. Mais exactement, c'était un scandale, c'était insupportable. Donc par la loi, j'ai changé ça. Aujourd'hui, quand on chope le marchand de sommeil, il ne peut plus recevoir de prime d'expropriation. Son immeuble est confisqué, il ne peut plus en racheter. Et tant qu'il n'a pas fait les travaux, à ce moment-là, il a des astreintes, c'est-à-dire des pénalités qu'il doit payer. Parce qu'encore une fois, ces trafiquants, ces criminels qui risquent la prison. Mais il y a vraiment un seul truc qu'ils comprennent, c'est qu'on aille leur prendre de l'argent. Parce que c'est un business, donc il faut aller les taper au portefeuille. C'est ce que la loi permet. Au risque peut-être de paraître négatif, si ce n'est sarcastique, vous comparez ça aux trafiquants de drogue. Malheureusement, la politique de répression envers les trafiquants de drogue, elle n'a pas un énorme succès en France. Non, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Elle a pas, c'est-à-dire qu'il y a un fléau. Non, mais il y a un fléau. Ça fait vivre 200 000 personnes, le trafic de drogue en France. Il y a un fléau qui est très important sur le trafic de drogue. Et donc, c'est une guerre sans relâche, c'est une guerre de long terme. Ouais, mais les marchands de sommeil... En étant objectif, c'est pas une guerre qui fonctionne. Allez-y. Mais attendez, chaque année, aujourd'hui, on identifie, on sanctionne un peu plus de 100 marchands de sommeil. Évidemment qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les trafiquants de drogue, chaque année, on en saisit beaucoup plus qu'une centaine, mais beaucoup plus. Moi, ce que j'ai fait par la loi... 200 000, c'est ce que oui, mais enfin, attendez, il n'y a pas de fatalité. Il faut mener la guerre, il faut donner de nouveaux outils, et au fur et à mesure, on va aller les démanteler, ces marchands de sommeil. À la différence du trafic de drogue, qui est un trafic souterrain, si je puis dire. Les marchands de sommeil, ils agissent à la vue de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous cacher quand vous êtes un marchand de sommeil. Je suis pas sûr, justement. Vous avez
avez des personnes en situation irrégulière qui sont acculées et donc qui sont obligées de faire appel à ces marchands de sommeil, qui sont réglés en espèces. Et donc, ce rapport d'analogie que vous faites avec les trafics de drogue et cette économie souterraine est parfaitement pertinente. Moi, j'ai le sentiment que le cercle vicieux est là. C'est qu'on a affaire à des gens qui ne se plaignent pas, qui n'ont pas le choix que d'habiter ces logements insalubres. Et vous avez des propriétaires qui sont totalement des criminels véreux. Et où est la prise pour vous quand vous avez des gens qui ne vont pas porter plainte, qui ne vont pas se manifester parce qu'ils ont peur d'être reconduits à la frontière ou reconduits dans leur pays d'origine, et vous avez des gens qui se font payer en espèces et qui sont identifiés uniquement quand il y a un accident dramatique comme celui de Marseille. Mais là, vous avez, moi je fais le même constat que vous, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un logement insalubre, quand vous êtes sous l'emprise de ce marchand de sommeil, vous osez pas, vous avez peur de ce criminel. Et c'est pour ça que dans la loi, j'impose à ceux qui sont plus forts, c'est-à-dire les agences immobilières, les syndics de copropriété, les professionnels de l'immobilier qui connaissent le territoire, d'aller dénoncer. Et après, le rôle de l'État, c'est d'accompagner ces personnes dans la détresse, pour leur dire là où vous devez aller être relogés, pour produire plus de logements très sociaux, pour faire en sorte de pouvoir les accompagner. Mais il faut mener cette guerre avec beaucoup de détermination. Il y avait un énorme vide, c'est que la loi ne nous donnait pas suffisamment d'outils pour mener cette guerre. J'ai changé la loi il y a 4 mois et mon objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Les décrets ont été promulgués ou pas ? Tout est aujourd'hui opérationnel. On a même lancé avec la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, 6 territoires, 6 départements de mise en œuvre accélérée, comme la Seine-Saint-Denis, comme les Bouches-du-Rhône, comme le département du Nord. Donc en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, des agents immobiliers voient des marchands de sommeil, ils doivent dénoncer. Décrets promulgués, ils peuvent aller porter plainte contre eux sans que ça se retourne contre eux. Ça devient bien un dispositif légal. Exactement. D'accord, très bien. Julien de Normandie, vous restez avec nous, ministre de la Ville et du Logement. Question d'Anas Kazib dans un instant, de David et de Maxime Liédo. A tout de suite en direct sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.